Donc en fait on a un jour pour parler des droits des femmes dans l'année et tu titres Vive les hommes. Et qui était protégé par tout simplement un SO de policier. Des questions de vie ou de mort en fait. Et en gros, cette loi interdirait par exemple le voile dans les compétitions sportives. Merci pour le taf, un jour il sera reconnu, je vous jure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 53 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Dans cet épisode, pour un 8 mars pour la culture, j'aimerais revenir avec vous sur des choses que j'ai pu voir sur Twitch, dans les milieux militants, dans les milieux culturels, dans les journaux, etc., qui m'ont fait personnellement me hérisser les poils et qui, je trouve, posent des questions collectives très importantes sur notamment la gestion des VSS, sur la montée du fascisme et aussi du coup du sexisme, sur la place des femmes dans les milieux militants et dans les milieux culturels. J'ai passé un très mauvais 8 mars, je vous en parlerai juste après, mais du coup j'ai voulu faire cet épisode donc un mois plus tard, un mois après le 8 mars, pour vous partager mon billet d'humeur sur toutes ces questions-là, un peu un épisode plus édito, hyper chiffré comme j'ai pu vous faire ces derniers temps. C'est vrai que c'est des épisodes qui me prennent énormément de temps et je pense qu'au final, parfois, les témoignages et les propositions de réflexion, les éditos, c'est aussi parlant et important que d'autres épisodes beaucoup plus chiffrés, factuels, etc. Donc, si vous voulez des études et des chiffres sur la place des femmes dans la culture, je vous invite à aller écouter l'épisode Être une femme photographe 2 qui est dispo sur la LAM Podcast sur toutes les plateformes. C'est dans cet épisode-là que je vous partage plus de chiffres et ici on va plus aborder des questions et j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis dessus. Donc voilà, je vous laisserai si vous en avez le temps et l'envie, me donner votre avis parce que là je vais parler de mon point de vue. Ça va être un épisode disclaimer très subjectif, mais je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partager des opinions aussi avec vous et de pouvoir partager des débats avec vous. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite rapidement à soutenir le podcast sur les plateformes. Sachez qu'un like, un partage, un commentaire, que ce soit sur les plateformes ou le compte Instagram du podcast, m'aide énormément à faire développer le projet. Vous pouvez également participer à l'ALAM en allant sur la petite story à la une, participer, où vous pouvez me laisser vos témoignages sur des thèmes donnés. J'ai vraiment besoin de votre aide. Donc voilà, sachez que chaque petit enregistrement, chaque petite action que vous pourrez faire, c'est vraiment un gros soutien pour le projet. Donc merci à tous celles qui le feront et je vous souhaite une très belle écoute. Il est temps de vous parler de mon 8 mars. Je suis déjà énervée. Alors, pour être honnête, le 8 mars, c'est une manif dans laquelle je n'allais pas du tout quand j'étais plus jeune, alors que j'étais déjà très militante. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je me reconnaissais pas énormément dans ce qui s'y faisait, ou je sais pas, mais c'était une manif que je ratais en tout cas à chaque fois. Je me souviens que j'avais toujours un truc de prévu, j'avais envie d'y aller quand même, mais je me sentais toujours ah non, il y a autre chose de plus important et ça passait en second plan. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ma vie que j'ai commencé à subir du sexisme. Tu me diras, ça a commencé très jeune, mais que je m'en suis de plus en plus rendu compte en tout cas. Et avec le temps, je sais pas vous, mais moi je perds en endurance. Plus le temps avance et plus j'ai l'impression d'avoir subi tellement de choses sexistes que j'ai plus la patience en fait. Dès qu'il y a un truc qui arrive, je commence à sortir de mes gonds assez rapidement. Et c'est vrai que le 8 mars, c'est une occasion que je trouve assez déjà rare. Enfin, on a l'impression de beaucoup parler de féminisme. On reviendra là-dessus juste après, mais on a l'impression de parler beaucoup de féminisme. Mais au final, il y a des choses qui avancent pas. En vrai, je trouve, perso, on en reparlera juste après, mais voilà. Que pour moi, le 8 mars, c'est vraiment important. De mettre en valeur internationalement parlant le droit des femmes, que c'est important pour moi le 8 mars qu'on puisse mettre en valeur les droits des femmes dans le monde. Et quand j'ai commencé à finalement aller au 8 mars, je me suis rendu compte d'à quel point ça pouvait être un moment émouvant de sororité, où il y a une ambiance particulière qui fait du bien quand
j'étais concernée par ces problématiques-là. Et le 8 mars de cette année, je l'ai finalement raté contre toute attente, car je pensais vraiment pouvoir y aller. Mais au final, je bossais à ce moment-là pour un magazine queer et féministe que j'aime beaucoup et avec qui ça s'est bien passé. Mais voilà, ça a pris plus de temps que prévu et au final, déjà, j'avais un peu le seum de bosser pour un... Mais ça, c'est le sexisme qui klaxonne comme ça dans la rue, c'est pas possible. Ils veulent nous silencier. Voilà, déjà, j'avais un peu le seum de taffer pour un magazine féministe et queer et de rater le 8 mars pour ça. Enfin, j'étais un peu genre, c'est antinomique, on devrait faire la grève, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'étais chez moi, toute seule à retoucher. Et là, je regarde ce qui se passe sur Twitch et je vois Dany et Raz. Pourquoi on s'est fait cancel? Sachez que je vais vous faire juste après un point Dany et Raz. Pour moi, c'est hyper important qu'on en parle parce que c'est vraiment représentatif du milieu militant actuel d'après moi. Donc je vous les présenterai rapidement, mais surtout je vous ferai tout le topo de ce que je pense de cette histoire-là. En tout cas, j'écoute la défense horrible et catastrophique de Dany et Raz sur des accusations de VSS, tout simplement. Je prends connaissance la une du Figaro qui est sortie la veille du 8 mars, donc le 7, avec Bec BD, qui, attention, accrochez-vous, s'appelle Vive les hommes. Donc en fait, on a un jour pour parler des droits des femmes dans l'année, et tu titres Vive les hommes. Non mais vraiment, il y a besoin d'une minute de silence là, je crois. Je prends connaissance aussi des manifestantes d'extrême droite et notamment de Némésis qui se sont introduits encore une fois dans la manif du 8 mars parisienne et qui étaient protégées par tout simplement un SO de policiers qui venait frapper d'autres militantes du coup de la manif du droit des femmes quoi. Donc on a quand même dans une manif qui se bat pour le droit des femmes des policiers qui vont frapper des femmes pour protéger des personnes qui se considèrent comme féministes alors qu'elles ne le sont pas, car elles sont transphobes, elles se battent contre les femmes trans, donc quand tu te bats contre les femmes, tu n'es pas féministe. En plus, elles sont racistes, identitaires. Donc pareil, ça veut dire qu'elles se battent contre le droit des femmes racisées, des femmes sans papier. C'est juste pas possible en fait de se proclamer féministe quand tu te bats contre plein de femmes en fait. Enfin bref. Mais voilà, ça m'a rendue folle. Et aussi, je suis pas mal dans les luttes culture en ce moment et ça me manquait un peu moi le milieu militant vraiment syndical, machin. Parce que c'est un milieu dans lequel j'étais beaucoup quand j'étais plus jeune, plus du tout maintenant. Et ça me fait beaucoup de bien de le retrouver, je crois vraiment en cette façon de lutter. Or, c'est des milieux qui sont encore très à l'ancienne et très sexistes, honnêtement. Hein. Et quand je suis revenue là-dedans, mais j'ai encore une fois pété un câble. Donc ça m'a rappelé, encore une fois, à quel point nos milieux militants étaient hyper en retard sur des questions antiracistes, sur des questions sexistes, sur des questions queer, sur des questions anti-validisme. Et ça m'a déprimée en vrai, parce que je me suis dit, mais si le milieu militant n'est pas prêt à se remettre en question et à vraiment agir premier degré sur ces luttes-là, en fait, on fait quoi ? On va faire comment ? Moi, j'ai l'impression que le féminisme, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, qu'on le voit beaucoup. On a beaucoup entendu parler de VSS, de MeToo, de libération de la parole. On a l'impression aussi que l'avortement, par exemple, c'est quelque chose d'acquis, qu'on est en train quand même de se libérer en tant que femme parce qu'on est au travail, parce que... on essaye de se battre pour l'égalité des salaires, de machin. On a l'impression que ça avance et c'est vrai, si on regarde il y a 50 ans, les choses évoluent, les mœurs évoluent, les choses avancent. Mais moi, je me rends compte qu'on est encore vraiment, vraiment à l'ancienne, qu'il y a encore énormément de choses à changer, que les institutions finalement ne changent pas tant. Notamment, on le voit dans la gestion des VSS, on est encore sur... on est dans une justice qui ne condamne jamais les agresseurs, qui remet en question la parole des victimes. On est sur une justice encore carcérale et punitive qui ne sert à personne, alors même que ça fait vraiment très longtemps que les féministes parlent de justice réparatrice, d'autres formes de prévenir les VSS, d'autres façons de prendre en charge les victimes pour écouter leurs paroles, pour les aider aussi sur la suite, pour pouvoir se soigner, pour prendre en charge les agresseurs d'une autre façon et tenter de faire en sorte que les personnes ne recommencent pas, parce que c'est quand même
la base du combat, quoi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont réfléchies dans les milieux féministes depuis longtemps maintenant, qui ne sont même pas évoquées dans nos institutions du tout, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont évoquées dans les milieux féministes depuis longtemps, et je trouve nos institutions vraiment à l'ancienne encore sur ces questions-là. Et les mœurs, pareil, on a l'impression que les mœurs évoluent, et c'est vrai, mais je pense qu'on est pas mal aussi dans nos cercles de gauche, tout simplement, et que la réalité du monde est différente. Et en fait, je vous avoue que perso, j'ai vraiment... je suis effrayée, je pense comme tout le monde aussi, mais je suis quelqu'un de plein d'espoir. Mais quand même, je me rends compte à quel point la pensée la fasciste et d'extrême droite entraîne avec elle des mœurs hyper réactionnaires, mais aussi hyper violents en plus dans la façon dont c'est exprimé. Par exemple, à Lyon, on a des manifs anti-avortement. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Aux États-Unis, on est en train de supprimer les droits des personnes trans un par un à une vitesse fulgurante. Et du coup, pour les personnes trans en France, j'imagine pas à quel point ça doit être effrayant aussi. Et du coup, les questions sur l'avortement pour les femmes et les personnes qui ont un utérus, les questions d'accès aux soins et à la reconnaissance de l'état de ton identité de femme pour les femmes trans, c'est des questions de vie ou de mort, en fait, tout simplement. Et c'est de ça dont on parle, et je pense que c'est important de le dire. Il y a aussi, je trouve, une montée de la décontraction sur les discours de violence conjugale, de violence sexiste et sexuelle. J'ai l'impression que c'est de plus en plus ok de revenir à des paroles archaïques et de pouvoir dire des choses horribles à la télé et sur Internet sans s'inquiéter des conséquences. Enfin, tout ça, encore une fois, c'est des questions de vie ou de mort pour les personnes victimes. Donc voilà, je pense qu'on est encore loin de l'avancement qu'on a l'impression d'avoir, même si c'est vrai, on a avancé et on va continuer à avancer et on est là, on est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à ancrer dans le débat, etc. Mais voilà, on est quand même très loin du compte, et en plus avec la montée de l'extrême droite, avec la montée du fascisme dans le monde, c'est des choses qui sont très rapidement et possiblement remises en question, c'est des choses qui peuvent reculer également très rapidement, et du coup il faut qu'on soit forte sur nos appuis aussi. Et je pense que même si ça devrait déjà être le cas, ça ne l'est pas, et qu'il faut le rappeler, et qu'il faut mettre ce féminisme-là en avant au maximum, c'est que le féminisme, c'est intersectionnel ou ça n'est pas. Quand on parle du droit des femmes, on parle du droit de toutes les femmes, et pas seulement du droit des femmes blanches, bourgeoises, cis et hétéros. Le problème n'est pas de dire que les femmes blanches, bourgeoises, cis, hétéros ne souffrent pas. Là n'est pas la question. Elles subissent énormément de discrimination car ce sont des femmes. Par contre, c'est vrai que dans le féminisme, c'est la parole de ces femmes-là dont on entend le plus parler, et elles invisibilisent en plus la parole des femmes trans, la parole des femmes racisées, la parole des femmes voilées. On en reparlera, mais c'est des personnes dont les droits sont remis en question depuis longtemps, mais là, en plus, en ce moment, de façon très actuelle aussi. Il faut aussi qu'on parle et qu'on laisse la place aux femmes en situation de handicap, et il faut se rendre compte que voilà, ces femmes sont, oui, à plusieurs intersectionnalités, et que une femme blanche peut être oppressante pour d'autres meufs. Et je pense qu'il faut, dans le féminisme, remettre plus en question nos privilèges, parce que moi par exemple je parle en tant que femme blanche en disant ça, qui vient d'une classe moyenne, donc voilà, qui suis privilégiée sur ces questions-là, et je pense que la remise en question elle est primordiale et importante, et que c'est quelque chose à faire toute sa vie. Et c'est vrai que je pense que moi, vu que j'étais une meuf et j'étais discriminée aussi à d'autres endroits, mais j'ai pas forcément envie d'en parler ici, mais je pense que vu que je subissais énormément de trucs, j'avais l'impression d'être vraiment mal, et que le féminisme c'était aussi la voie pour m'aider à sortir de tout ça, etc. C'est vrai, c'est le cas, et ça m'a sauvé la vie, le féminisme, voilà. Mais je pense que je ne me rendais pas compte à ce moment-là à quel point, en tant que femme blanche, au sein du mouvement féministe, j'étais privilégiée. Et en fait, c'est vrai que je ne me rendais pas compte à quel point la parole des autres femmes
étaient moins entendues, moins mises en avant, alors que ces autres femmes subissaient les mêmes choses et aussi, vu qu'elles étaient à certaines intersectionnalités, subissaient plus de choses que moi. Et moi, il y avait plein de choses qu'elles subissent et que je subis pas, et que du coup, j'étais privilégiée à ces endroits-là. Je pense que je me rendais pas compte. Et c'est vrai, pour ça aussi que la remise en question, c'est hyper important. Je dis pas que je suis parfaite aujourd'hui, c'est pas du tout un discours comme ça. C'est plus, j'apprends. Et je pense que j'apprendrai toute ma vie. Et je pense qu'on peut voir ça aussi comme quelque chose de positif. On a l'impression que la remise en question, c'est toujours ah, c'est dur, c'est culpabilisant, etc. Qu'on pense que du coup on pourra plus se plaindre et que machin. Enfin, en fait, je pense que ça vient avec tous ces sentiments-là. Quand on dit à quelqu'un remet en question, on le prend mal et on le prend un peu comme ça, j'ai l'impression. Or, ça peut tout autant être passionnant. Moi, j'apprends plein de choses tout le temps de la part de femmes extraordinaires et d'autres personnes aussi d'ailleurs. Mais voilà, là, c'est l'épisode de 8 mars pour la culture, donc je me permets de parler au féminin. Mais voilà, moi, j'apprends tout le temps de femmes passionnantes que je lis, que j'écoute dans des podcasts, avec qui je parle dans la vraie vie, etc., qui vivent des choses que je ne vis pas. Et ça me fait grandir, ça me fait apprendre des choses. Et voilà, je pense que la lutte, on peut la voir aussi de cette façon-là, de façon joyeuse, mais que c'est par contre, attention, urgent et qu'il faut le faire maintenant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille souvent, pour moi c'est la première chose à faire, c'est que, là je vous parle de façon assez crue, vous n'hésitez pas à me reprendre si je dis les choses de façon maladroite, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, à Saint-Denis précisément. Je l'ai déjà dit ici, tant pis. J'essaye de faire attention à ce que je dis de ma vie perso sur Internet, mais je l'ai déjà dit, donc je le redis. J'ai grandi à Saint-Denis et du coup, j'avais presque que des potes racisés, voire que des potes racisés. Et du coup, j'avais l'impression d'être plutôt alerte sur ces questions-là. Alors, sans me la péter du tout, hein. Je n'étais pas en mode je sais c'est quoi le racisme, pas du tout. Mais c'est vrai que vu que j'ai grandi dans cet environnement-là et que mes potes, du coup, m'en parlaient un peu tous les jours parce que c'est quelque chose qu'ils subissaient tous les jours, j'avais l'impression d'être plus alerte sur ces questions. Or oui, c'est le cas et j'ai appris des choses grâce à ça, mais je pense que je me rendais pas compte d'à quel point j'étais privilégiée sur ces questions et aussi que moi-même, même si j'ai grandi dans cet environnement-là, j'ai des biais oppressants et oppressifs qu'il fallait que je déconstruise. Et je pense que j'en ai toujours, et encore une fois, on est tous racistes et on en aura toute notre vie des biais racistes et des biais sexistes et voilà. Mais n'empêche que, là je sais pas, j'essaye, et c'est voilà le conseil que je voulais donner un peu, que je me permets de donner à ce micro, mais et que je donne souvent à mes potes, c'est que je me rends compte que, par exemple, mes potes mecs qui sont militants et qui lisent beaucoup de livres politiques, etc., ils se retrouvent à lire que des livres écrits par des mecs blancs, qui parlent de lutte sociale, qui parlent d'anticapitalisme, d'anarchisme, qui parlent de la police, qui parlent de plein de choses. Or, et qui, pareil, écoutent des émissions faites par des gauchos mecs blancs, qui regardent des choses à la télé, qui écoutent des podcasts, et en fait, tu te rends compte que toute leur lecture et que toutes les références qu'ils ont, c'est des références de mecs blancs. À chaque fois que j'ai des débats, mais même avec des potes que j'aime beaucoup, les références qu'ils ont, c'est des références de mecs blancs. Et moi, c'est pareil, en vrai, j'écoutais beaucoup de meufs, par contre, mais j'écoutais beaucoup de meufs blanches. Et en fait, du coup, j'avais que ce point de vue-là. Et my bad, je l'ai remis en question assez tard, ce truc. Mais j'ai commencé de plus en plus à aller chercher d'autres meufs à écouter qui parlent de politique, d'anticapitalisme, d'antiracisme, etc., etc., mais qui n'étaient pas des meufs blanches. Et c'est là aussi où je pense que je me suis beaucoup plus remise en question parce que elle parlait des choses différemment. Elle parlait de ça avec en prenant d'autres biais de lecture, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est grâce à ces meufs-là aussi que j'apprends plein de choses. Et voilà, c'est, je pense, la première chose qu'on peut faire tous ensemble, c'est de remettre en question ce qu'on consomme. Parce qu'en plus, quand on consomme un truc, on donne de l'argent à ces gens-là. Et pourquoi est-ce qu'à gauche, on lirait que des mecs blancs un peu bourgeois et cis hétéros, et du coup on donnerait de l'argent qu'à eux, alors qu'on se bat pour un monde intersectionnel, et voilà, enfin ça n'a pas de sens quoi. Du coup, lisons des profils différents, lisons des points de vue différents, lisons des parcours de vie différents, apprenons d'elles et soutenons des artistes et des
penseuses et des journalistes tout ce genre de métier-là fait par d'autres gens aussi que des mecs blancs. Voilà, c'était un peu mon truc. Et par exemple, dans le stand-up, pareil, c'est un milieu hyper masculin alors qu'il y a plein de meufs incroyables, donc cherchons des nouvelles refs et des nouvelles personnes à suivre. Je pense que ça peut vraiment déjà être un premier pas vers la conscientisation de plein de choses et l'apprentissage, quoi. Et dernière chose, mais ça je construirai ma pensée aussi avec le débat qu'on va avoir après, c'est que là je commence à lire de plus en plus des trucs à gauche qui me rendent ouf. Et si je l'ai pas lu qu'une fois, je l'ai lu vraiment beaucoup de fois, que ce soit dans des commentaires de vidéos, que ce soit dans des débats aussi, dans des réus, dans des choses comme ça. Le fait qu'on commence à dire « Ah bah là, le fascisme est aux portes du pouvoir, c'est la première bataille qu'on doit avoir ». Et c'est dit et fait d'une façon qui invisibilise du coup les luttes antiracistes, les luttes féministes, les luttes queer, les luttes pour les personnes en situation de handicap. Et moi, je suis vraiment hyper vénère quand j'entends ça parce que j'ai lu ça par exemple suite à des affaires de VSS, etc. En mode non mais attends, il y a quand même plus grave, il y a le fascisme au port du pouvoir. Or, je pense qu'il faut vraiment être en bloc contre cette idée parce que en fait les premières victimes du fascisme ce seront les minorités, c'est-à-dire les femmes, les personnes queer, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, etc., etc., etc. Donc en fait si on ne se bat pas pour que ces personnes-là soient représentées au sein de nos luttes, soient écoutées et entendues, on va en reparler, au sein de nos luttes, et qu'en plus vous avez des discours de on va mettre sous la table un peu ces affaires, on va le mettre au second plan parce qu'il y a plus grave, c'est le fascisme, alors que les premières victimes du fascisme, ce seront ces populations-là, c'est juste pas possible en fait. Justement, on sera les premières victimes du fascisme, les personnes minorisées, et du coup il faut qu'on nous écoute maintenant et qu'on soit stable là sur nos appuis maintenant, avec nos soutiens, avec des alliés, c'est plus important que jamais. Et là, je pense pas mal, par exemple, aux personnes trans dont on a parlé aux États-Unis, c'est que c'est maintenant, là, c'est urgent. Et il faut qu'on soit en bloc et qu'on soit en soutien et qu'on soit là, les uns et les unes pour les autres. Mais voilà, et sans invisibiliser quelque lutte que ce soit. Parce que pareil, une lutte antifasciste et anticapitaliste, c'est intersectionnel ou ça n'est pas. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà. Bref. J'ai terminé, je vais vous parler maintenant du milieu militant et de Dany Raz, c'est un plaisir. Bonjour, bienvenue dans cette première plainte, j'en ai marre du milieu militant. Je le mets dans cet épisode pour un 8 mars pour la culture, même si là on parle un peu milieu militant, etc. Mais parce qu'en ce moment, si vous le savez, il y a la culture riposte, qui est un mouvement qui vient... des milieux culturels pour combattre les baisses de subventions notamment, pour combattre l'économie de guerre, pour combattre l'abaissement du seuil de TVA, pour soutenir le pass culture, pour la continuité des artistes auteurs. La liste est très longue. J'ai fait l'épisode 50 qui vous résume tout, qui m'a pris beaucoup de temps à faire, donc n'hésitez pas à aller l'écouter et à aller soutenir cet épisode-là. En ce moment, il y a ce mouvement militant et du coup, je me suis dit que peut-être que entre les gens qui m'écoutent là, il y a des personnes qui sont dans ces milieux-là. Et du coup, voilà, c'est là où je fais ce pont et je pense que c'est important, c'est que je pense que dans la culture, on est beaucoup aussi à être dans des milieux militants et qu'il faut qu'on remette en question ces milieux militants-là. Alors, encore une fois, disclaimer, c'est mon avis, c'est ma vision des choses, mais je pense que c'était une question importante à aborder. Et j'aimerais aborder du coup le problème du sexisme dans les milieux militants, parce qu'on parle du 8 mars, donc on va parler sexisme. Je sais pas, je suis d'humeur rieuse aujourd'hui, je me tape des grosses barres, j'espère que ça vous va, mais voilà. Donc moi du coup, pareil, je vous l'ai déjà dit, allez on sort les dossiers, mais j'ai milité très longtemps aux Jeunes communistes. J'ai milité ensuite à la fac de façon autonome. Je ne suis aujourd'hui encartée nulle part. Par contre, je suis militante dans des mobilisations comme là, le mouvement La Culture Riposte, qui est une intersyndicale / interorga. Je suis aussi du coup au COPEN, c'est une association mais que je considère quand même comme militante perso. Du coup, j'ai connu plusieurs
milieux militants différents, façons de faire différentes, etc. Et la ligne qui suit toutes ces choses-là, c'est que je me suis rendu compte d'à quel point, dans nos milieux militants, on était encore à la ramasse. Et notamment quand il s'agit de traiter, par exemple, des affaires de VSS. Si vous ne savez pas, c'est quelque chose de public, donc c'est pas un secret, mais la JC, les jeunes communistes, du coup, avaient pas mal explosé en 2019-2020 dans mes souvenirs, mais ça devait être plus 2018-2019, ouais. Suite à des affaires de VSS qui avaient été pas mal mises sous le tapis, quoi. Du coup, on était beaucoup à partir à ce moment-là parce qu'on trouvait ça insupportable. Aussi, dans les mouvements nationaux, les femmes n'étaient que très très peu représentées, voire pas du tout. Pareil pour les personnes racisées. Or, par exemple, moi j'ai du coup milité dans le 9-3 et du coup des femmes et des personnes racisées qui sont politisées, légitimes, qui ont de la bouteille en termes de militantisme, il y en a. Et donc voilà, je trouve ça assez scandaleux que les instances nationales ne soient pas du tout représentatives des militants et des militantes. Ensuite, à la fac, pareil, c'est toujours un peu la même structure en fait, je me rends compte, c'est que les mecs, par exemple, dans les milieux militants, on va les voir beaucoup dans les actions coup de poing, dans les actions... ou même dans les manifs, tout simplement, c'est eux qui vont tenir les fumigènes, c'est eux qui vont tenir pas mal les mégaphones, etc., même si c'est des choses qui changent, vraiment, je sais. Mais moi, je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu. C'est les mecs qui vont pas mal faire les actions coup de poing, qu'on va voir aussi faire des discours dans les médias, qu'on va voir faire des discours dans des conférences, dans les temps des partis. Or... les personnes qui vont se taper toutes les petites choses à prendre en compte pour la logistique, pour l'organisation des événements, etc., la plupart du temps, c'est les go. Voilà, c'est les meufs. Et c'est quelque chose mais de tellement récurrent et tout le temps, mais même dans des milieux qui ont l'air hyper féministes, hyper... ça finit un peu toujours comme ça. Et c'est des choses qui changent. Moi, il y a plein d'hommes que j'adore. C'est pas la question. Là, on remet en question un système et pas des individus. Moi, j'ai des potes mecs avec qui j'ai milité pendant très très longtemps et j'ai absolument rien à leur reprocher. Mais je trouve que c'est important de le dire. Je sais que vous allez me dire, mais arrête de te justifier. Et vous auriez raison, mais j'entends les discours déjà de réponses qui peuvent aller dans ce sens. Mais voilà, je pense que c'est important de rappeler que là, on parle d'un système patriarcal, dans lequel du coup on a des comportements patriarcaux également dans nos milieux. C'est pas étonnant. Là, je dis pas que c'est étonnant, c'est normal. Or, je pense qu'on pourrait faire mieux. Et là, par exemple, du coup, j'ai retrouvé un milieu militant que je n'avais pas trouvé depuis longtemps. Et j'ai été surprise de voir à quel point c'était encore vraiment à l'ancienne, quoi. Et notamment, par exemple, je vous donne des exemples concrets parce que ce sera, je pense, plus simple. Mais les jeunes militants, donc aussi les jeunes mecs militants, je les mets dedans aussi parce qu'il y a aussi des questions d'agisme, quoi, du fait que parce que t'es un jeune militant, on va penser que tu ne sais rien. Mais du coup, les jeunes militants et militantes, et sinon aussi tout simplement les femmes dans les mouvements et les personnes sexisées, on va partir du principe qu'elles ne savent pas. Ils et elles ne savent pas. Moi, j'appelle ça un peu de la présomption d'incompétence. Je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien ce mot. On va avoir un ton hyper professoral avec elles. Dès que ces personnes-là vont lever la main en AG ou en commission et dire quelque chose qui parfois est hyper pertinent et juste, on va dire « Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu sais pas faire, c'est moi qui vais te dire », mais de façon hyper agressive et professorale encore une fois. Et en fait, on va partir du principe que ces personnes-là ne savent pas. Sauf que, pour vous dresser un peu le portrait, la plupart du temps, quand tu arrives en AG, il y a plein de gens que tu connais pas. Parce que c'est des gens qui viennent d'autres milieux, c'est trop bien, les AG, ça tourne, c'est chouette. Et du coup, si tu sais que cette personne-là ne sait pas, si tu connais cette personne, tu sais qu'elle ne sait pas, c'est trop bien que tu lui expliques. Et que tu lui proposes d'autres alternatives et solutions. Mais que des gens que tu ne connais absolument pas, tu te permets de le faire, et c'est toujours sur des profils soit jeunes, soit des personnes sexisées, et du coup, ça veut dire que tu penses qu'elles ne savent pas, et que tu pars de ce principe-là. Par contre, tu le fais pas avec les mecs du mouvement, quoi. Parce que ceux-là, tu vas
penser de base qu'ils savent, juste parce que c'est des mecs. Et moi j'ai vu ça, mais c'est des dingueries. J'ai pas envie de partir sur des trucs trop précis parce que voilà, j'ai pas envie que ce soit gênant. Moi la question c'est pas de dire que ces personnes-là sont de mauvaises personnes, etc. Là je parle pas mal de militants hommes qui parlent beaucoup en AG, qui parlent de façon hyper agressive. On a des prises de parole en AG des fois qui sont vraiment abusées où la parole tourne entre 5 personnes et c'est tout. Moi, je vais ouvrir pas mal ma bouche parce que je suis militante depuis longtemps et justement, quand je suis arrivée, on croyait que je savais rien, donc parce que je suis une petite meuf, voilà. Et le but, c'était pas de dire oui, ces personnes sont mauvaises, ces personnes, il faut les cancel, voilà. Mais la question, c'est de dire, il nous faut une vraie réflexion là sur le fait que les luttes que tu prônes, par exemple les luttes pour le droit des femmes, que tu prônes dans tes discours, que tu prônes à l'Assemblée, etc., si t'es pas capable de la faire au sein de ton mouvement et d'écouter les meufs quand elles parlent et de les prendre au sérieux, bah tu pourras jamais vraiment te battre pour le droit des femmes. Moi je pars de ce principe-là vraiment. Et là je parle de lutte intersectionnelle en général aussi. C'est la même chose pour tout quoi. Tu peux pas dire ah je me bats pour le droit des femmes et après en réunion quand il y a une meuf qui parle, tu l'écoutes pas, tu lui dis qu'elle a tort alors que elle a même pas fini sa phrase. Tu lui dis que ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi et tu lui dis d'ailleurs, voilà moi je sors des dossiers mais tu lui dis d'ailleurs devant tout le monde qu'elle devrait plus lire et c'est parce qu'elle a pas bien compris en fait sur un sujet féministe. C'était vraiment... Voilà. Mais donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à remettre en question, notamment sur la répartition des tâches aussi. Moi, à chaque fois, c'est la même chose. Je me rends compte que là, par exemple, toutes les tâches qu'on pense petites et qui prennent pas beaucoup de temps, genre de la com, faire des affiches, faire du collage, faire des diffs, faire des trucs comme ça, on va reléguer ça à la communication. On va dire que c'est pas vraiment de l'action, c'est de la communication et que du coup voilà, mais en fait les personnes qui font ça, c'est vraiment du travail de l'ombre, c'est trop bien et ces personnes-là le font avec plaisir et machin, mais c'est du travail de l'ombre qui est pourtant primordial, qui n'est pas du tout bien réparti, c'est toujours les mêmes profils qui y vont. Encore une fois, je ne dis pas que dans d'autres mouvements il n'y a pas d'hommes qui le font, c'est pas la question. Là je parle de ce que je vis en ce moment. D'ailleurs, les messieurs qui parlent énormément en AG, au final, c'est les personnes qui parlent pas qui se retrouvent à faire beaucoup de choses. Pendant des actions aussi, pendant des réunions d'action, on va te dire, là je parle pas de la culture riposte, je parle de mon expérience militante en général, mais on va souvent reléguer les propositions que font les femmes et les personnes sexisées à ah mais non mais ça c'est pas des tâches d'action, c'est des tâches de com, c'est des tâches de care. Alors que parfois, c'est des propositions de rassemblement. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de proposer des rassemblements. Non, mais ça, c'est du care ou c'est de la communication, ça, Louise. Ça n'a rien à faire en action. Et en fait, l'action, c'est que les actions que les hommes décident et des actions peut-être parfois plus radicales et tout. Le reste, c'est pas important, quoi. Alors moi, je pense que toutes les actions sont très importantes et que toutes les actions sont de l'action et qu'il faut des actions pour tout le monde. Parce que, en fait... il y a des personnes qui ne peuvent pas faire des actions plus radicales car ça les mettrait en danger beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à tout ça parce qu'on se retrouve finalement sinon dans un mouvement qui ne fonctionne pas et qui ne se bat pas vraiment pour les causes qu'on défend tout simplement. Donc voilà, le problème du sexisme dans les milieux militants, pour moi, il vient sur tous ces sujets-là et franchement, il y en a marre. On a besoin d'autre chose, quoi. On a vraiment besoin d'autre chose. Et surtout aussi, je pense que c'est important de dire à quel point c'est grave et à quel point ça rajoute de la charge aux personnes qui sont concernées parce que... Donc là, je parle sur des luttes intersectionnelles en général. Mais vous voyez, par exemple... Moi, ça m'arrive très souvent de rentrer de mes réunions militantes quand c'est pas dans des cercles que je connais bien et que c'est plus des trucs avec des intersyndicales, des trucs comme ça. Des fois, je rentre, je suis énervée, je suis touchée, parce que ça m'a trigger en fait, parce que j'ai des conversations qui m'ont trigger, parce qu'on me prenait pas au sérieux ou parce que on se permettait de me parler comme de la merde, quoi. Et en fait, c'est juste pas possible. En fait, c'est pour ça aussi qu'il y a moins de meufs qui osent parler en AG. Souvent on dit « Ah, mais n'hésitez pas à parler » et après on leur répond d'un ton hyper agressif. C'est déjà hyper impressionnant quand t'es un jeune militant, t'arrives dans une AG, y en a qui ont l'air de posséder tout le savoir et d'autres non, et du coup t'as juste peur de dire des bêtises. Enfin, et ça, quel que soit le genre d'ailleurs. Donc en fait, je pense qu'on se rend pas compte, si on n'est pas concerné par ces questions, d'à quel point ça prend de la charge émotionnelle aux personnes concernées, d'arriver dans des endroits et de être trigger par des propos, des choses comme ça, d'être trigger par des propos, etc. Et c'est pour ça aussi que les gens reviennent pas. C'est pour ça que les mouvements aussi se vident, c'est pour ça que
à la fin, il reste toujours les mêmes types de profils. Voilà, je pense que c'est une des raisons de pourquoi. Et voilà, c'est vraiment pas des questions à minimiser et à mettre sur le côté comme si c'était pas si grave, comme si c'était pas l'urgence, comme si c'était pas important. C'est important et c'est l'urgence. Alors oui, on va continuer à faire des erreurs et on va faire plein de choses mal. Moi par exemple, ça m'arrive des fois encore d'avoir plein de propos déplacés. Je pense que je me rends pas compte. Sur des luttes qui ne me concernent pas, par exemple comme les luttes trans, je pense que j'ai déjà pu dire des choses vraiment pas ouf et j'en suis désolée. Mais du coup, voilà, remettons-nous en question. Moi, je suis la première à me remettre aussi en question et à me dire bon, on va essayer de faire mieux la prochaine fois et de faire d'apprendre quoi, et de faire gaffe et de continuer. Et pour illustrer ça, je voulais vous parler de Dany et Raz. Donc Dany et Raz, si vous ne connaissez pas, ce sont des streamers, c'est des personnes qui font des lives sur Twitch et qui font, on va dire, du décryptage politique de gauche. Ils sont clairement affiliés LFI d'ailleurs, enfin ils le disent, ils s'en cachent pas. Et du coup, c'est des gens de notre camp quoi, c'est des gens avec des idées à la base qu'on kiffe et à gauche et qu'on aime bien normalement. Mais sauf que pour moi, c'est un peu la représentation du sexisme dans le milieu militant, Dany et Raz. Moi, je vous avoue que c'est des gens que j'aimais bien regarder, hein, vraiment. Je regardais beaucoup leurs streams et tout. Ça me détendait, voilà, ça me faisait plaisir quand je faisais à manger ou quoi. Mais au fur et à mesure des streams, j'avais bien remarqué qu'il y avait des propos que je comprenais pas trop, notamment des propos biphobes, des propos vraiment chelous là-dessus. Et après, maintenant d'ailleurs, Dany arrête pas de dire que les personnes qui le dénoncent sont biphobes, mais bref, pour moi, même des streams de Cassandre, honnêtement, hein, j'ai vu des streams de Cassandre avec lesquels j'étais vraiment pas d'accord du tout et qui, je trouve, étaient justement hyper biphobes, etc. En fait, là, à chaque fois qu'ils parlent de féminisme dans leur stream, alors il y a des fois où c'est pas mal, mais il y a plein de fois où je trouve que c'est complètement dépolitisé, un peu chelou. Les arguments sont, je trouve, pas du tout sur une lecture comme sur les autres luttes qui défendent. J'ai l'impression qu'il y a un peu une dépolitisation du féminisme dans la façon dont ils en parlent. Par exemple, à un moment, juste pour donner un exemple concret, mais ils parlaient de jeux vidéo et du fait que les féministes elles en ont ras le cul, des fois de juste voir des guerrières à poil dans les jeux vidéo et qu'on n'est pas contre d'avoir des guerrières à poil. C'est ok, si on en veut, on en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a dans énormément de jeux vidéo des corps hyper sexisés tout le temps et c'est que les corps de meufs et que en fait on veut un peu plus déjà de représentation de corps, on veut aussi des personnages féminins forts qui ne sont pas forcément hyper sexualisés. Enfin voilà, il y a plein de questions autour de ça. Enfin, c'est des questions de représentation un peu de base, quoi. Et je me souviens très bien que Dany a trouvé ça abusé et que voilà. Ils ont plein de propos tout le temps. Soit ils en parlent pas de féminisme, dès que ce n'est pas le propos de la vidéo, il n'y a jamais de lecture féministe de la chose. Ou alors quand c'est vraiment pile poil le propos, je trouve qu'ils sont tout le temps à côté, qu'il y a une façon de traiter la chose qui est assez curieuse, je trouve. Et en fait, si vous ne savez pas, Dany a récemment été accusée par une ex à lui avec qui il est sorti il y a vraiment pas très longtemps en plus, il y a 2 ans, je dirais, qui l'accuse de situation d'emprise. Et en fait, son témoignage n'est même pas encore sorti sur les réseaux. Elle a juste fait quelques tweets détournés, mais qui visaient clairement Dany, mais sans dire son nom, sur sa relation avec lui. Donc voilà, il y a accusation de l'ex de Dany voilà là-dessus, sur des questions comme ça. Et du coup, Dany et Raz se sont dit, bah grave bonne idée, on va faire un live là-dessus. Sauf que déjà, il faut se dire que le témoignage de la victime n'était pas sorti, que cette victime-là est beaucoup moins connue que Dany et Raz, donc même si son témoignage était public, franchement, il restait dans des tout petits cercles avant que Dany et Raz ne le mettent en lumière. Donc il y a plein de questions à se poser de ce côté-là. Et Dany et Raz, en gros, ont justifié le fait qu'ils sortaient ça publiquement parce qu'elles n'avaient pas voulu participer aux instances qu'ils avaient proposées de médiation avec des associations spécialisées, etc. Dany est accusée de relations, notamment d'emprise, pour l'instant c'est tout ce qu'on sait, sur son ex. Et la chose qui s'est dit, c'est grave bonne idée de faire un live pour me défendre. Ce qui n'allait pas dans ce live pour moi, c'est que déjà Dany et Raz, c'est 2 mecs blancs qui sont très connus
sur Twitch, qui sont très connus du milieu militant, même s'ils s'en défendent et disent que c'est encore des gens qui galèrent et qui n'ont pas beaucoup de vues. En fait, que tu le veuilles ou non, t'es un mec connu sur des plateformes et t'es un mec et t'es blanc. Et du coup, t'es quand même dans une position dominante dans la société. Ça veut pas dire que tu subis pas d'autres choses, que tu subis pas d'autres oppressions, notamment c'est des mecs queer, c'est des mecs qui à la base viennent d'un milieu prolétaire, mais qui aujourd'hui quand même s'en sortent bien dans la vie, quoi. Et en fait, je trouve qu'il y a complètement un effacement de leurs privilèges à chaque fois qu'ils parlent, enfin vraiment énervante, parce que quand tu lis une oppression et quand tu lis une relation, une accusation, tu ne peux pas supprimer du coup tes privilèges parce que tu as envie de les supprimer pour avoir un discours d'égal à égal là tout de suite, vu que de base tu l'es pas. Enfin bon. Il y a un effacement du coup du privilège au profit de pouvoir se laver un peu des accusations qui sont faites, que je trouve dingue. Et ce live du coup est sorti, a mis cette histoire en lumière encore une fois, et a fait en sorte que cette question soit posée publiquement avant même que la victime ait sorti la fin de son témoignage, et ressortent de ce live énormément de choses. Donc là je vais vous lire les notes que j'ai prises parce que sinon ça va être trop long si je me laisse parler. Donc moi j'ai écrit que je trouvais qu'il y avait un énorme retournement de la culpabilité. Donc en fait c'est Dany qui souffre énormément de cette situation parce qu'on l'a accusé et du coup il en souffre énormément et il pouvait pas faire autrement que de sortir ça sur son live avec énormément de viewers pour pouvoir en parler et se libérer de ça. Je ne dis pas que c'est facile quand tu es accusé de VSS, mais du coup mettre ça en exergue pendant un live de 1h30 sans parler de la souffrance qu'a pu subir la victime, de l'acte que tu as apparemment potentiellement provoqué, je trouve ça dingue, quoi. Donc t'as vraiment retournement de la culpabilité et de la victimisation. Il y a un cassage de la victime aussi du coup et de son témoignage avant même qu'il soit sorti, et aussi de la vie privée de cette dernière sur la voie publique. D'ailleurs, ils ont refait un live, parce que si vous n'êtes pas au courant, ils ont fait un live Pourquoi on est cancel, et du coup, c'est là où ils parlent, c'est le live catastrophique dont je vous parle là. Dany a fait une pause de genre, c'est ridicule, de genre 3 semaines, et ensuite il est revenu à la Zawa, il a fait une pause au début en mode « Ok, je me retire pour prendre du recul et tout ». Il est ensuite revenu en live, genre vraiment 3 semaines après, c'était assez hilarant. T'es en mode super la pause. Et il est revenu en plus avec un texte de genre 40 pages, enfin c'est vraiment un texte énervé. Il l'a lu en live, ça a duré 40 minutes. Donc c'est vraiment un texte très long où il lit ce texte-là, il revient avec ce texte-là qui est aussi catastrophique que son live, honnêtement. Et du coup c'est l'explication de pourquoi il revient et pourquoi il devrait pas avoir à se taire, etc. Enfin bon, en gros c'est ça. Donc que ce soit dans le premier live, dans le texte ou dans le live de retour, il expose la vie privée de la personne qui l'a accusé sur la voie publique, ce qui est quand même d'une violence extrême. Je trouve qu'il n'y a aucune lecture politique, comme je vous l'ai dit, du privilège. Il y a une dépolitisation du discours. On a entendu que c'était des, je cite, dramas, alors qu'on parle de plusieurs femmes qui dénoncent des VSS de sa part, parce que oui, il y avait une autre de ses ex, quand il avait 17 ans, je crois, qu'il avait déjà accusé de certaines choses. Donc c'est quelque chose qui se répète. C'est pas une victime, c'est plusieurs. Et d'ailleurs, la victime qui l'a accusé récemment a dit que il y aurait d'autres témoignages qui sortiraient d'autres personnes. Donc on parle quand même de plusieurs personnes qui s'en plaignent. J'ai noté aussi que c'était un boys club de base, et ils disent d'ailleurs que cet argument est transphobe. Or, c'est pas parce que tu as plusieurs femmes dans ton équipe que tu n'es pas un boys club. Un boys club, c'est un endroit où il y a une grande majorité d'hommes qui dictent les règles et préparent le moule dans lequel les autres doivent se mettre, et notamment les meufs qui doivent du coup rentrer dans ce moule et se faire bien voir. Je vous parlais par exemple pas mal de boys club dans le fait que dans le milieu de la musique où je traîne et où je travaille, comme toutes les instances sont tenues par des hommes, quand t'es une femme, tu es toujours là à devoir te faire bien voir de la façon dont ils veulent. Il faut pas être trop excentrique, il faut pas être trop discrète, il faut être jolie, il faut être machin. C'est ça un boys club en fait. Et un boys club, ça peut être hyper subtil, c'est pas forcément un truc où tu le vois, mais c'est pas parce qu'il y a, je crois qu'elle s'appelle Marie et Moufette dans l'équipe, que ce n'est pas un boys club. Voilà, et ça n'enlève rien au fait qu'elles, ce soient toutes les deux des femmes.
Et cet argument n'est pas transphobe, et je trouve que c'est vraiment abusé de la part de Dany. À chaque fois qu'une personne va l'accuser de quelque chose, vous allez voir tout au long de cette lecture-là, il va du coup l'accuser d'autre chose pour se laver lui. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Et un boys club aussi, c'est un endroit qui reproduit des discriminations sexistes. Et de par le fait, là, avec les lives qu'ils ont fait, ils en ont reproduit des discriminations sexistes. Ça, c'est peut-être le point qui me rend le plus ouf, c'est qu'il y a une inversion et une instrumentalisation de la justice réparatrice. Il dit que les personnes du coup qui dénoncent les comportements là de leur production de leur boîte de production du coup qui s'appelle la Zawa Prod, et qui dénoncent du coup les VSS de Dany ce sont forcément des gens de la cancel culture. Or, la femme qui l'a accusée, c'est une meuf qui défend de ouf la justice réparatrice, justement. Elle n'a jamais voulu cancel Dany, elle l'a dit, c'est pas du tout le propos. Les personnes qui ont répondu du coup au stream de Dany Raz et qui en ont fait une lecture politique, il y en a plein qui ne sont pas de la cancel culture. C'est pas parce qu'on dénonce un comportement que c'est de la cancel culture. Et justement, c'est des gens de la justice réparatrice. Moi, je suis de la justice réparatrice, or, je trouve qu'ils ont des comportements à dénoncer. Et la première chose de base de la justice réparatrice, c'est d'accepter qu'il y a une personne qui t'a dit j'ai ce sentiment-là que tu m'as mis sous emprise, d'accepter l'accusation, d'y réfléchir, de s'excuser pour les dommages causés et de travailler sur comment ne pas reproduire ces choses-là. Ça n'a pas été fait et en fait, on ne peut pas aller dans une justice réparatrice s'il n'y a même pas reconnaissance des faits, en fait. Donc c'est là que je trouve ça assez dingue. Et en plus, c'est eux qui cancellent des gens. C'est ça qui me rend ouf, c'est que par exemple, Dr Zoé et pas du stream, là, c'est des streamers qui ont fait un stream sur cette affaire. Moi, j'ai regardé le stream avec Dr Zoé. Alors, je n'étais pas d'accord sur tout, mais il faut savoir que le stream de Dr Zoé, elle est en contact avec la victime. C'est la victime qui l'a autorisée à dire ce que Dr Zoé a dit, qui a travaillé avec elle sur l'argumentaire. Et donc, Dr Zoé a donc sorti cette lecture-là de ce qui s'était passé et a rappelé, par exemple, les notions de privilège. Encore une fois, je vous dis que Dany Raz n'accepte jamais que ce sont des gens sur certaines luttes qu'ils sont privilégiés. Et par exemple, on sait que la personne qui accuse Dany, c'est une femme noire qui était plus précaire que lui à l'époque de leur relation. Et donc, oui, il y a une relation pas équilibrée en termes de privilèges. Ça ne veut pas dire que c'est une relation toxique, mais par contre, quand il y a toxicité, c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte, quoi. Et je trouve que Dr Zoé a été très sympa en plus avec Dany, a vraiment fait attention aux mots qu'elle utilisait, à ne pas être dans le cancel, à ne pas totalement tuer les sentiments de Dany, à les prendre en compte aussi dans ses réactions, dans ses trucs. Je trouve qu'elle a vraiment été hyper juste, et Dany a clairement dit qu'ils allaient plus jamais avoir aucun contact avec eux et que voilà, c'était de mauvaises personnes. Donc la cancel culture, c'est eux qui la font en fait. Ils cancellent absolument tous les gens qui sont pas d'accord avec eux, et moi c'est ça que je trouve dingue. On a entendu dans leur stream de défense là plusieurs fois, de toute façon si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez de nous regarder, partez de ce stream, vous avez rien à faire là et je sais pas quoi. Donc c'est qui fait de la cancel culture, voilà. Ils instrumentalisent du coup la justice réparatrice et nous disent comment on doit gérer cette affaire pour laver Dany, alors que le premier pas, comme je l'ai dit, de la justice réparatrice, c'est avant tout la reconnaissance des faits et l'excuse, ce qui n'a pas été fait. Ils disent que ça doit se faire en privé, or c'est politique et c'est eux qui l'ont mis sur la place publique. Donc oui, on attend aussi une réponse politique de leur part là-dessus. Et justement, ce live de réponse est catastrophique, sexiste, culpabilisant, il n'y a pas de reconnaissance des faits. Ils justifient leur comportement en faisant du trauma dump de ouf et en nous disant qu'ils ont vécu des choses horribles dans leur vie et que c'est pour ça qu'ils reproduisent des violences. En gros, c'est ça. Alors que la question n'est pas là, et que quand on accuse quelqu'un de VSS, on ne dit pas que cette personne n'a jamais vécu ce qu'elle a vécu, on dit juste « attention, là t'as eu un comportement très grave,
il faut faire attention à ne pas le refaire, il faut prendre ça en compte et il faut la reconnaissance des faits pour que moi je puisse me reconstruire, quoi. Il veut qu'on le prenne en pitié dans son live, alors que tout ce qu'on veut c'est qu'il reconnaisse son sexisme. C'est sexisme intégré d'ailleurs que l'on a par ailleurs tous. Imaginez que quelqu'un me dit demain que j'ai un comportement raciste, je vais pas dire ah non mais pourquoi au collège j'étais harcelée, du coup j'ai souffert, du coup je reproduis ma souffrance. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Quand même dire qu'on est tous élevés dans une société sexiste et raciste, c'est quand même le b.a.-ba, c'est quand même la base de nos luttes, quoi. Enfin bon. Donc comme je vous l'ai dit, ensuite il fait un texte hyper long pour revenir sur Twitch et il le lit en live. C'est un texte du coup qui fait porter l'œil partout sauf sur les problématiques qu'on a exposées. Il parle de sa vie, il parle de sa mère, il parle de sa relation avec cette personne, il parle de la gauche et il donne des conseils sur comment en fait on devrait s'occuper de ces affaires-là plutôt qu'aller l'accuser lui, que plein de choses. Enfin, il parle de Quatennens, il a vraiment des propos d'ailleurs, voilà. Et du coup, il lit ce texte dans ce live-là. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de dire oui, nous on est des gens bien, du coup on n'a pas porté plainte, alors que du coup c'est un peu une menace en arrière-plan, quoi, de rappeler je peux porter plainte. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper malveillantes en fait dans la façon dont c'est dit. Et très très rarement, une phrase ou deux, des propos pour à peine essayer de comprendre la victime et de pourquoi elle aurait potentiellement pu l'accuser. C'est vraiment abusé. Il se met tout le temps d'ailleurs dans son texte encore sur le même plan que la victime. On a tous les deux souffert. Et du coup, il faut qu'on s'explique, mais en fait c'est un drama, c'est pas... Enfin voilà, il y a tout ça, vraiment minimisation du problème, se mettre sur la même... sur le même pied que la victime, enfin tout ça c'est des choses qui sont vraiment pas possibles. Et en fait, après avoir lu son texte de 40 minutes en live, il y a toute l'équipe de la Zawa qui va le rejoindre dans ce live-là. Donc ça fait vraiment en mode je me défends, et du coup il y a toute mon équipe qui vient me porter soutien pour cette défense-là. Et il y a plein de blagues, moi, qui me posent énormément de problèmes. Par exemple, il y avait des blagues douteuses en mode... donc Moufette, c'est la streameuse dont on parlait plus haut de la Zawa, la seule streameuse de la Zawa. Et c'était que des blagues sur Moufette en mode... ah bah attends Moufette, on va se taire, on va te laisser parler parce qu'on parle trop. En fait, comme on est des hommes, on n'a pas le droit de parler. C'était des trucs en mode... Vas-y Moufette, cligne des yeux si t'es sous emprise. Que des choses comme ça. Et je suis en mode, mais même si c'était pas vrai, imaginons que l'accusation est fausse. Comment tu peux rire de propos aussi graves qui touchent des personnes, et notamment des femmes, dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, on parle de VSS, là, on parle pas de... On blague pas sur ça, genre, c'est... Surtout dans des moments comme ça. En fait, moi, la question, c'est... Quel message tu vas envoyer aux victimes de VSS en général, et quel message tu vas envoyer à tes viewers ? Tu as une influence, c'est grave. Je suis partie manger, car je parle trop, mais... Alors pourquoi, d'après moi, est-ce si important d'en parler ? Et d'ailleurs, il y a un mec de mon entourage dont je suis très proche qui m'a demandé « Mais pourquoi tu passes autant de temps à regarder ça alors que ça te fait du mal ? À regarder les streams, lire les textes qui sortent et voir la réaction aussi des gens par rapport à tout ça ?» Eh bien, ma réponse, c'est que c'est important parce que moi, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, même au sein de nos milieux militants. Alors quand c'est pas dans les milieux militants, c'est encore pire, on va dire, mais même dans nos milieux militants, j'ai vu énormément de femmes s'écarter des mouvements, énormément de victimes de violences en général s'écarter des mouvements, et des personnes accusées qui étaient protégées, alors que... on demandait juste des remises en question du système, on demandait des remises en question de leur part, et on demandait voilà, que ces affaires soient traitées et prises au sérieux, quoi. Et donc moi, ça me prend à cœur fort parce que je veux que ces choses-là changent. Et Dany et Raz, le problème, c'est qu'ils ont une grande influence. Ce sont des militants de gauche, et moi, ce qui me fait peur avec cette histoire, c'est que même des mecs politisés, on va dire, c'est que même des mecs de gauche, des mecs politisés, qui pourtant sont censés connaître les luttes féministes, avoir écouté les luttes féministes, potentiellement étudié dessus, etc., avec autant d'influence, en sont là. Comment ça se fait qu'on en soit encore là ? Comment ça se fait qu'on soit si en retard ? Comment ça se fait
qu'ils ne sachent pas comment gérer les choses. Je dis pas que c'est facile, que c'est évident du tout. Je pense que ça fait très peur quand ça doit arriver. Et voilà, je pense que c'est très compliqué. Mais comment ça se fait que les choses soient pas traitées d'une meilleure façon? D'autant plus que dans l'équipe, il y a quand même des gens qui sont aussi hyper formés sur des questions féministes. Donc j'ai du mal à comprendre. Comment ça se fait qu'ils tirent la couverture vers eux, qu'ils inversent la culpabilité et qu'ils condamnent les soutiens aux victimes. Alors, si eux le font, tout le monde va se dire que c'est comme ça qu'il faut réagir aussi. Ça donne un message au public et aux victimes désastreux. Et en plus, on se dit que si eux réagissent comme ça, les autres mecs, c'est encore pire. Donc, on a vraiment besoin qu'à gauche, ces questions soient prises au sérieux. Et c'est que ce qui me rend ouf, c'est qu'on est quand même en 2025 et les mecs de gauche n'ont toujours pas pris leurs responsabilités. Alors il y en a plein qui le font, bien sûr, il y a des choses qui avancent, mais pas encore assez. Et je pense que dans le féminisme, les hommes peuvent être acteurs de mouvements. Je vais vous prendre un mouvement comme exemple, mais moi c'est par exemple quelque chose que je trouve assez dingue, c'est que la pilule contraceptive, par exemple, pour pouvoir l'avoir, il y a eu des batailles politiques, des batailles féministes pour la contraception. Cette contraception, on le sait aujourd'hui, n'est pas du tout partagée. Très 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 rarement, les hommes prennent en charge aussi la contraception en mettant des anneaux, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose de très peu connu, très peu répandu et pas du tout populaire. Donc aujourd'hui, les femmes ont toute la charge contraceptive sur elles. Si y a des hommes vraiment féministes à gauche, pourquoi il n'y aurait pas des batailles de mecs pour visibiliser la contraception masculine, pour la populariser et aussi même pour demander à ce qu'il y ait plus de recherche sur ces questions et à se dévouer aussi à cette cause-là. Et je sais qu'il y a des collectifs qui existent, mais c'est pas hyper courant du tout, il n'y a pas du tout de gros mouvements, de gros soulèvements. Alors, si on a des hommes à gauche qui sont si féministes que ça, pourquoi il n'y a pas plus de combats sur ces questions, par exemple? Enfin, moi, c'est des exemples comme ça, mais je trouve les hommes, en général, quand même encore hyper passifs dans la lutte, parce qu'il n'y a pas d'urgence, je pense, pour eux. On a besoin, là. Il faut qu'on avance. Mais j'ai l'impression qu'on repose toutes les avancées sur le mouvement féministe, qui en fait déjà beaucoup, et qu'on a besoin de réels alliés et de réelles personnes prennent en charge ces questions-là, au-delà des féministes, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc les féministes ont depuis longtemps proposé des protocoles qui fonctionnent, des solutions pour une justice réparatrice, pour du care dans nos milieux militants, pour de meilleures représentations, pour la protection des victimes, pour la réhabilitation des agresseuses, pour une meilleure prise en charge de tout ça, une compréhension pour que ça recommence pas. Alors écoutons-les. Enfin, là, on est quand même dans des endroits où des fois, je vais à des AG, il y a même pas de... Alors qu'on a quand même inventé plein d'outils pour que la parole soit bien répartie, etc. Et puis, dernière chose, et ça, c'est ce que je vous disais plus tôt, c'est que dans leur discours et dans le chat, j'ai vu à plusieurs reprises le truc de on nous attaque, donc les personnes accusées, comme des ennemis, alors que le problème... Le vrai ennemi, c'est l'extrême droite. On n'a pas le temps de se tirer dans les pattes alors que le fascisme est aux portes du pouvoir. Or, les premières victimes du fascisme, ce sont les personnes minorisées et donc y compris les femmes. Et oui, dans un monde patriarcal, les premières victimes de VSS, c'est les chiffres, sont les femmes et d'autant plus lorsqu'elles sont trans, racisées ou en situation de handicap. Alors, si on n'a pas de care maintenant entre nous, quand est-ce qu'on en aura? Non, on ne met pas les affaires de VSS sous le tapis parce que le fascisme arrive, c'est primordial, c'est grave. Sinon, c'est les femmes et les personnes sexisées qu'on mettra à la marge toujours. Voilà, donc je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Je vais passer à la partie d'après que je l'ai appelée les constats. Elle est très rapide, mais je voulais juste reparler d'où le fait que dans la culture, on doit parler des meufs et des personnes sexisées et minorisées. Je vais pas revenir sur les chiffres, mais si vous en voulez... Alors, je vais pas revenir sur les chiffres, mais encore une fois, écoutez l'épisode « Être une femme photographe » épisode 2. Mais la reproduction sociale dans le monde de la culture, on le sait, est énorme. Déjà parce que c'est beaucoup plus facile de se lancer quand on a le capital nécessaire. De deux, parce que réussissent beaucoup mieux celles qui ont du réseau. Et de trois, parce que réussissent beaucoup mieux les hommes cis et blancs.
car il y a beaucoup de sexisme, de racisme, de validisme et de LGBTQIA+ phobie dans notre milieu. Dans de nombreux domaines, c'est les hommes qu'on va prendre plus au sérieux. Ce sont les hommes qu'on va le plus embaucher, ce sont les hommes à qui on va faire le plus confiance, ce sont les hommes que l'on va présumer être plus professionnels en technique, plus profonds dans leurs œuvres artistiques. On a toujours lu l'histoire de la culture et c'est devenu un peu notre base de connaissances et donc on va beaucoup plus plébisciter des œuvres faites par et pour les hommes. Et tellement que même lorsqu'il faut écrire ou jouer une pièce qui parle de lutte spécifique, ce sont des personnes qui ne sont pas concernées qui vont être embauchées. Moi, je ne crois pas qu'il faille être forcément concerné pour jouer ou écrire un rôle. Par contre, il y a un tel accaparement des rôles et des postes rémunérés que finissent par écrire ce genre d'histoire une grande majorité de personnes qui ne le sont pas. Et ça donne des histoires bancales et un manque à gagner, et un réel manque à gagner aussi monétaire pour des personnes concernées qui auraient pu être embauchées au moins sur ces rôles-là et qui ne le sont pas. Parce que quand une femme n'est pas embauchée car c'est une femme, elle perd de l'argent. Les écarts de salaire dans la culture sont assez dingues d'ailleurs par rapport à ça, et on en reparlera juste après. Mais les chiffres d'affaires, même freelance des artistes auteuristes ou des auto-entrepreneureuses, il y a des écarts de ouf entre hommes et femmes. Ça d'ailleurs, c'est Laure Aboif qui nous en parle dans le prochain épisode, donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter celui-là, il sort le 23. On sait que les grandes directions de salles, les grandes directions de structures sont encore et toujours tenues par des hommes. Et d'ailleurs, je pense personnellement que se retrouver dans des environnements où il y a peu de personnes concernées par des luttes fait qu'on sera moins alerte dans nos lieux de travail sur ces luttes-là. Exemple, s'il y a une femme entourée de 20 hommes dans une boîte d'audiovisuel, j'en sais rien. Si jamais il arrive une VSS par exemple à la femme, eh bien ça va être très compliqué pour elle de pouvoir en parler. Alors que si la parité est quand même un peu mieux répartie, peut-être qu'on sera un peu plus alerte sur les questions de VSS, sur les comportements à avoir ou non. Et c'est quelque chose qu'on peut voir d'ailleurs avec tous les MeToo, les MusicToo, les choses comme ça. C'est que souvent les VSS sont provoqués par des hommes dans des endroits où en plus il y a un peu une omerta parce que tu vas pas en plus oser parler par peur de perdre ton travail, plein de choses comme ça. Donc c'est des choses vraiment essentielles à prendre en compte. En gros, on demande juste à ce que les emplois et les promotions soient mieux répartis, que les équipes soient plus représentatives de la société actuelle, et qu'on puisse aussi avoir d'ailleurs des instances de discussion autour de ces sujets-là dans les milieux culturels. Alors encore une fois, cet épisode est un édito, donc c'est pour ça que je me permets de pas tout aborder parce que je pense que j'oublie plein de choses. Mais c'est juste un billet d'humeur sur comment je me suis sentie ces derniers temps et qu'est-ce qui m'a le plus impactée. J'aimerais maintenant vous parler dans la troisième partie des petites références et des combats que j'ai trouvés ces derniers temps, donc c'est parti. Voilà, donc là je voulais juste vous parler de quelques femmes badass de la culture que j'ai lues récemment, donc c'est pour ça que je parle d'elles spécifiquement. Mais en soi, des femmes badass dans la culture, il y en a plein, donc encore une fois, recommandez-nous, parlez-nous d'histoire. Moi j'ai vraiment envie de découvrir encore plus de meufs stylées dans le monde culturel parce que voilà, ça m'intéresse, ça me passionne, je pense que c'est hyper important qu'on se soutienne entre nous aussi en plus. Mais là, moi, je vais vous parler d'un point de vue très subjectif de ce que j'ai pu lire ces derniers temps. Donc par exemple, j'ai lu « Noir n'est pas mon métier » qui a été écrit par un collectif de 16 femmes, si je ne me trompe pas, et dont Aïssa Maïga est à l'origine. Aïssa Maïga, donc, qui est une actrice française et qui a créé une école de journalisme, si je ne me trompe pas également. Donc Noir n'est pas mon métier, c'est un mouvement qui est né dans les années 2017-2018. C'est avant tout déjà un livre qui regroupe les témoignages de 16 actrices noires françaises qui parlent du racisme et du sexisme qu'elles ont pu subir ou être témoins dans leur carrière. Donc c'est des comédiennes que souvent vous devez connaître. Il y a par exemple Nadège Bosson-Diagne, il y a Rachel Kahn, Sonia Roland, Shirley Soignon, Firmin Richard et d'autres. Dans ces témoignages, elles parlent du manque de travail qu'il y a pour les actrices et comédiennes noires.
Elle parle du fait que l'universel est par défaut blanc dans les castings, c'est-à-dire que quand il y a une offre d'emploi pour être actrice dans un film, si c'est recherche comédienne, eh bien le sous-texte c'est recherche comédienne blanche. Et que lorsqu'on va rechercher des comédiennes noires, ce sera toujours écrit. Et que lorsqu'on cherche des comédiennes noires, ce sera pour des rôles bien spécifiques et ce sera écrit sur les annonces de casting. Mais si la couleur de peau n'est pas spécifiée, c'est qu'en vrai, le réal ou la réal a envie d'une actrice blanche. Elle parle du fait qu'elles sont toujours relayées d'ailleurs au même rôle, ce seront soit des prostituées, soit des mamas africaines. Elles sont victimes d'un cruel manque de connaissances du milieu du cinéma et des clichés qui en ressortent même dans les scénarios, etc. On leur demande par exemple de faire l'accent, je cite, africain, comme si déjà comme si c'était nécessaire et en plus comme s'il n'y en avait qu'un. Or, il y a au moins 54 États en Afrique, si je ne me trompe pas. On ne leur donne pas le rôle, si c'est pour une femme tout court. Un rôle de femme, c'est un rôle de femme blanche, fine dans les critères de beauté. Elles disent le manque de visibilité qu'elles ont, même lorsqu'elles ont décroché un bon rôle. Ça a été le cas par exemple pour Aïssa Maïga, qui a quand même décroché le rôle principal dans une comédie romantique. Elle jouait un couple avec un homme. Et sur l'affiche, elle n'apparaissait même pas. Il y a plein de choses subtiles qui sont mises en place pour leur montrer qu'elles ne sont pas à leur place. Par exemple, une actrice qui va au Festival de Cannes et qui va au make-up pour se faire maquiller. Et en fait, la make-up artiste lui dit qu'elle n'a pas de produit pour sa couleur de peau. Pareil pour les coiffeurs. Et il y a aussi des choses moins subtiles et hyper violentes. Elles disent les agressions, la silenciation, la sexualisation des rôles et des corps, la relégation au rang d'objet, de sous-être humain. Il y a aussi les écarts de salaire, c'est par exemple ce qu'a dénoncé Firmin Richard, qui disait que dans un film qui avait pour rôle principal un groupe de 4 femmes, et qui étaient d'ailleurs toutes les 4 sur l'affiche, qui étaient toutes les 4 avec le même nombre de jours de tournage et des rôles toutes les 4 aussi importants, elle avait été payée 5 fois moins que qu'une actrice blanche avec qui elle avait joué ce film. Et qu'elle n'avait pas voulu en parler à la prod avant que le film sorte, car elle avait peur justement de se faire silencier, de ne pas apparaître sur l'affiche, etc. Je vous conseille vraiment de lire ces témoignages parce que même s'il y a des choses qu'on pense savoir, c'est toujours important de se rendre vraiment compte et de lire la parole des personnes concernées. Ce livre et ce mouvement avaient fait parler à l'époque. Elles avaient monté par exemple 2 mois après, je crois, les marches du Festival de Cannes et avaient dénoncé tout ça là-bas. Elles ont monté à partir de là un collectif qui s'appelait Diasporact, qui organisait des rencontres et des tables rondes pour travailler sur ces questions. Elles ont travaillé aussi en interne avec des directrices de casting, avec des responsables de boîtes de prod, etc. pour essayer de parler de ces questions-là au sein du milieu. Du coup, toutes ces actrices ont chacune aussi leur lutte et leur mouvement. Elles sont chacune hyper militantes, donc je vous conseille vraiment d'aller les suivre parce que elles font toutes 1000 choses à la fois. Un autre sujet dont je voulais aussi vous parler, alors là on parle de sport, mais pour moi le sport c'est aussi la culture, j'en parle pas beaucoup parce que je suis plus sur les métiers artistiques quand même. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que c'est vraiment en ce moment que ça se passe. En gros, il y a en ce moment une proposition de loi pour interdire les signes religieux dans le sport. Et les arguments qu'on avance, c'est que le sport, ce n'est pas politique. Le sport, ça doit être laïque et neutre, etc. Et en gros, cette loi interdirait, par exemple, le voile dans les compétitions sportives. Là-dessus, je vous conseille d'aller suivre les hijabeuses et basket pour toutes. Et je vous mettrai une petite vidéo de blast à ce sujet d'ailleurs, où il y a une des personnes de Basket pour toutes qui en parle. Mais c'est une loi qui est profondément injuste, car on sait que les premières touchées, ce seront les femmes voilées qui n'auront plus accès aux compétitions. L'impact que ça va avoir, ce n'est pas du tout que ça peut libérer qui que ce soit d'une oppression, c'est l'inverse. On met en avant pour cela des arguments comme le fait que ça va libérer les femmes. Or, on va au contraire leur enlever la liberté de pouvoir faire du sport et faire de la compétition sportive.
Et d'ailleurs, les responsables d'associations sont nombreux à alerter sur le fait que sûrement il y a même des meufs qui vont être tout simplement découragées d'aller au sport, car il y aura plus tout cet aspect-là de pouvoir en faire ensuite en extérieur et autour d'événements sportifs. Elles vont juste se sentir plus à leur place. Ça va avoir un gros impact aussi sur leur santé mentale, ça va les faire se replier sur elles-mêmes. Le sport, c'est quand même un gros endroit de sociabilisation qu'on va leur enlever. On est dans l'éternel rappel que ce genre de décision, c'est tout simplement islamophobe déjà, et puis c'est des décisions racistes, et on n'a pas à décider pour des femmes ce qu'elles doivent faire, dans un sens ou dans l'autre. Donc la libération des femmes, c'est d'abord les écouter, laisser les femmes pouvoir aller dans les lieux qu'elles aiment et dans les lieux qu'elles côtoient. Et d'ailleurs, le sport n'est pas politique, c'est faux. Le sport, c'est foncièrement politique, et depuis toujours, il y a juste à voir la création des JO pour soutenir que c'est politique et le vérifier. Des signes religieux dans le sport, il y en a tout le temps. Dès qu'un footballeur va mettre un but, il va faire un signe de croix. Le sport, c'est aussi un élément dans lequel on peut faire passer des messages. Il y a parfois des minutes de silence pour des génocides en cours. Il y a plein de choses qui se passent dans le sport. Donc si le sport, c'est politique, et on doit laisser le droit tout simplement aux femmes voilées de pouvoir l'exercer comme elles le souhaitent. Et c'est pas du tout à moi d'en parler. J'aimerais trop recevoir une de ces personnes pour pouvoir en parler sur le podcast, mais je trouve ça important qu'on en parle, parce que là, c'est une loi qui est passée ou qui va passer là. Elle est passée au Sénat, mais je crois qu'elle doit repasser à l'Assemblée, si j'ai bien compris. Mais voilà, n'hésitez pas à vous informer, à aller suivre les collectifs que je vous ai dit et à les soutenir. Autre collectif, moi, que j'adore et dont je voudrais vous parler, et j'aimerais trop recevoir une de ces personnes pour pouvoir discuter avec elle de plein de choses, c'est les Dévalideuses. Donc les Dévalideuses, c'est un collectif du handicap physique et mental, et en gros, elles mettent en avant les problématiques des personnes en situation de handicap, que ce soit au travail, dans la vie du quotidien, dans les rapports amoureux. En fait, elles explorent énormément de sujets, elles ont plein d'études à l'appui, elles font plein d'expériences, elles font plein de pédagogie, elles mettent en place énormément d'outils, vraiment leur site est super et vraiment fourni. Donc moi je suis encore en exploration avec ce collectif, je les ai découvertes il n'y a pas si longtemps, je vous en ai déjà parlé, mais dans un épisode de Encore Heureux de Camille Test, où une des personnes des valideuses était venue parler au micro de handicap et de travail, et je trouvais cet épisode passionnant. Je vous le remets, je veux vraiment que vous alliez l'écouter. Ça remet en question toute la vision productiviste qu'on a du travail, et du fait qu'en fait, si on veut être anticapitaliste, les questions des personnes en situation de handicap sont aussi une des grosses clés à réfléchir, parce que en fait elles mettent en lumière plein de choses. Ça permet de réfléchir sur plein de thèmes, et à quel point encore aujourd'hui la société est complètement inadaptée en fait pour ces personnes-là. Et par exemple, moi j'ai appris plein de choses, donc encore une fois dans le truc de se remettre en question. Moi à la base je suis vraiment pour le fait qu'on puisse autoriser l'euthanasie et le fait qu'on puisse décider de sa mort. Mais en fait, les dévalideuses, elles ont tout un truc là-dessus où elles expliquent à quel point, dans un état fasciste ou même dans un état capitaliste, productiviste, etc., c'est une loi qui peut être très très dangereuse pour les personnes en situation de handicap, car en fait, si on n'y réfléchit pas bien et tous ensemble, parce que ça pourrait tout simplement... parce que voilà, on va dire qu'on va décider que ces personnes-là ne sont plus adaptées à la vie, on va leur donner la mort. Enfin, il y a plein de... Là, j'en parle très mal, mais je vous partagerai des vidéos à ce sujet. Moi, il y a plein de choses qui m'ont fait réfléchir là-dessus. À Lyon, je vous conseille aussi le collectif Pétasse, qui fait plein d'événements et de discussions autour des problématiques des femmes trans. Et là, par exemple, elles font un événement ce week-end au Grand Zéro, une soirée de soutien pour les artistes transféminines, Café Rosa ou dans des lieux alternatifs sympas lyonnais. Je vous conseille bien sûr le podcast Fangirls, qui met en avant la critique de 4 meufs qui parlent de rap et qui parlent aussi du coup de la place des meufs dans la musique et dans le rap. À Saint-Denis aussi, moi j'étais avant à Metech Prod, et on faisait parfois des soirées meuf tech, donc c'était des scènes ouvertes aux meufs
Et c'était un peu tout type de musique et c'était trop trop chouette. Il y a aussi le collectif à Lyon qui s'appelle Oshumare, qui est un collectif d'événements afro-queer sur Lyon et ailleurs, je cite, que je trouve chouette. Et dernière chose aussi, il y a un podcast lyonnais qui vulgarise l'histoire des femmes qui ont fait l'histoire. Ça s'appelle Les Oubliées. Et je vous mets ça en description. Je vais être complètement honnête, j'ai pas encore eu le temps d'écouter. J'ai découvert cette personne il y a très très peu. Mais voilà, je vous en dirai des nouvelles dans d'autres épisodes et vous m'en direz des nouvelles aussi si vous allez l'écouter. Vous m'avez également recommandé des collectifs, donc je vais vous faire la liste. Je vais juste vous les présenter très très rapidement parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Mais voilà, s'il y a des collectifs qui sont chauds, moi ce serait avec plaisir d'en parler sur le podcast aussi plus tard. Et bien sûr, je vous mets tous leurs liens en barre d'infos. Donc vous m'avez parlé du collectif Lié, qui est une association, je cite, de lutte intersectionnelle pour l'éducation, l'équité et la solidarité. Donc elles font des after-manifs, je vois, des appels à artistes, des friperies équitables, des soirées, notamment au 8 mars, et pas mal de pédagogie sur plein de questions. Vous m'avez conseillé la plateforme Majeur, qui est une plateforme des pros de la musique. C'est un annuaire inclusif des professionnels femmes cis, personnes trans et non-binaires de la musique. Voilà, vous m'avez conseillé ça. Vous m'avez également conseillé le collectif Suture, qui est un collectif d'artistes, d'organisation d'événements et de promotion d'artistes issus de minorités de genre à Lyon. Et vous m'avez enfin parlé du Fact Festival qui met en avant notamment les artistes transgenres pendant une semaine à Lyon. Et sont organisées des performances, des soirées festives en mode live, DJ set, soirées de concert. Il y a des brunchs, des marchés de créatrices, des stands d'associations. Il y a des lectures et puis des discussions, etc. Il y a plein de choses qui s'y passent. Donc là, c'est déjà passé, mais hâte de découvrir le prochain Fact Festival du coup. Et puis on touche à la fin du podcast. Alors sachez que ça fait 2h30 que je suis en train d'enregistrer. J'étais en mode, bon, Louise, tu fais un truc édito, ça va te prendre moins de temps cette fois. Mais en fait, j'ai pris énormément de temps. J'étais pas en forme aujourd'hui, donc j'ai beaucoup parlé et bégayé, c'était un peu compliqué. Donc je vais prendre du temps aussi à monter, voilà, tout ça, ça prend du time. Mais c'était un plaisir de parler de tout ça avec vous. En ce moment, le podcast me prend beaucoup de temps. Je vais essayer de peut-être faire des... Je vais voir si je fais pas des épisodes un peu plus simples pour les prochains parce que genre retour un peu des vlogs, des trucs comme ça. Je sais que ça vous plaît aussi, voilà, j'essaye de doser un peu parce que j'ai énormément de charges de travail militantes surtout en ce moment et j'ai besoin de me reposer. Donc voilà, je suis désolée s'il y a des personnes qui se sont pas senties représentées aussi dans ce podcast. Voilà, moi je vous parle avec mes refs, mais je suis très chaude d'en avoir d'autres. Et je serais très chaude aussi de faire des épisodes plus travaillés encore, où je vais vraiment chercher des références et essayer de faire en sorte d'être un peu plus exhaustive aussi dans la façon dont je présente les choses. Là, c'est vraiment une liste non exhaustive et que l'on peut du coup chacun et chacune enrichir. C'est ce que j'espère en tout cas. Donc pour conclure, il y a plein de choses qui sont mises en place pour pallier à ce système sexiste dans la culture, mais c'est encore pas assez, ça change encore trop doucement et on va devoir continuer à se battre pour nos droits également dans notre domaine. Donc moi je voulais inviter les personnes qui m'écoutent à consommer de l'art qui est fait aussi par des meufs, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt. Venez, on lit des histoires écrites par des meufs, on suit des meufs, on va voir des meufs en stand-up, on va consommer chez des artistes meufs un peu plus aussi. Parce que voilà, le changement, ça passe aussi par des problématiques financières. Et du coup, un des meilleurs soutiens qu'on peut faire à des jeunes artistes, ça passe par là. Venez, on remet en question nos propres jugements, nos propres biais, qu'ils soient sexistes, racistes, validistes, etc. J'apprends chaque jour, on se remet en question et on essaye de mieux comprendre le récit des femmes que je n'ai pas vécu aussi. Venez, on s'écoute entre nous, on parle, on apprend d'autres luttes de meufs dont on n'est pas concerné, parce que c'est ça la sororité aussi. La sororité, c'est avec toutes les femmes.
bitches. Et il y a sûrement plein d'autres collectifs, c'est juste ceux-là qui me viennent en tête de suite, mais j'aimerais lancer un gros big up à toutes les meufs qui m'écoutent, aux colleuses, aux militantes, aux activistes, à celles qui dénoncent, à celles qui parlent, celles qui à leur échelle, dans leur milieu, dans leur structure, parlent. J'aimerais lancer aussi un gros big up à celles qui ne peuvent pas ou n'arrivent pas à parler. On est ensemble et vous êtes légitimes aussi. J'aimerais lancer un gros soutien à toutes les femmes qui créent de l'art, qui créent de la culture, qui se battent chaque jour, toujours. Merci pour le taf. Un jour il sera reconnu, je vous jure. Merci pour la force, merci pour la lumière. Et vous shinez, voilà. Merci à vous si vous avez écouté jusqu'ici une meuf qui parle un peu trop. N'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, à soutenir le podcast. J'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir visibiliser le projet et puis les luttes qu'il met en avant aussi. Voilà, toute aide est la bienvenue. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en pensez, à mettre en commentaire aussi des collectifs que vous pensez je dois suivre. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous.